Jean-Philippe Piriot-Durandal est docteur en sociologie, habilité à diriger des recherches. Il est professeur de sociologie à l'Université de Lorraine et est rattaché au laboratoire lorrain de sciences sociales. Alors, outre son activité d'enseignant, de chercheur, il a une activité internationale fournie, puisqu'il a collaboré avec l'ONU, avec la Commission européenne et même avec le Sénat américain. Alors, il a publié en 2003 un ouvrage intitulé Le pouvoir gris, euh, qui est issu de sa thèse et qui est une analyse justement de ce groupe sociologie des groupes de pression de retraités. Euh, pour écrire cette thèse, publiée donc en 2003 aux Presses universitaires de France, il a mené des recherches en France, il va nous en parler, et aussi aux États-Unis. Alors, en 2015, il a co-dirigé un ouvrage qui s'appelle Droit de vieillir et citoyenneté des aînés, publié aux presses de l'Université de Québec. Il est l'auteur de nombreux articles sur les conséquences politiques et sociales du vieillissement, et notamment en 2014, un article intitulé Le vieillissement actif comme référentiel international d'action publique, acteurs et contraintes. Et cet article est en accès libre sur le site Sociologos. Voilà, je ne vais pas être plus long. Je vais donner la parole à Jean-Philippe Biaillot-Durandal. Alors, vous avez la parole et je vous remercie encore pour cette participation. Merci beaucoup à vous, Daniel Gaxi. Merci aussi à la Fondation Gabriel Péri d'avoir lancé ces réflexions sur les transformations de la structure sociale et d'y inviter des universitaires, hein, des chercheurs qui essayent de mettre un peu sous les radars les mutations fondamentales de la société contemporaine. Alors, j'aurais pas la prétention d'être exhaustif pour ces 45 minutes de présentation. Je m'efforcerai quand même de balayer large. Donc, il s'agit pas d'une présentation académique trop formelle. L'objectif et la commande, c'était d'alimenter un débat avec un certain nombre d'éléments de recherche que je vais vous présenter. Dans les discussions qu'on a eues avec Daniel Gaxi de manière préliminaire il y a peu de temps, effectivement, j'ai eu du coup un certain nombre d'éclairages sur les attentes et peut-être la perspective d'analyse que vous voulez inscrire au fil du temps par rapport à ce séminaire sur les transformations de la structuration sociale. Donc, je me suis forcé de récupérer un certain nombre d'éléments encore ce matin, en espérant que ce ne sera pas trop une présentation patchwork. Mais quand même, je pense qu'il y a un certain nombre on va dire, de remises en tête de phénomènes sociologiques et de phénomènes démographiques qu'il est important de rappeler lorsque on aborde le sujet qui sera le mien aujourd'hui. Alors, ce travail préliminaire étant fait, je vais donc commencer déjà à vous inviter à réfléchir déjà à la construction de ce groupe ou de cette catégorie sociale plus précisément que représentent les retraités, en renvoyant au bon mot qui a été prêté à Bourdieu, selon lequel la vieillesse n'est qu'un mot, autrement dit une catégorie sociale manipulable et manipulée. Et donc, lorsqu'on réfléchit à la question des retraités, on réfléchit bien entendu à la question du temps qui passe, de l'avancée en âge. Il faut peut-être déjà commencer à rentrer dans un travail de déconstruction des figures assez contradictoires de ce qui est qualifié de vieux dans une société contemporaine, moderne. Je ferai référence ici aux travaux notamment de Perla Serfati, mais aussi de Pujalon et Trincaz,
Et donc, première chose, effectivement, dans la littérature scientifique, le vieux est situé existentiellement et individuellement, à travers des stéréotypes positifs, la tendresse, la pondération, la capacité de médiation, la capacité de jugement et de tempérance et l'expérience, qui vont fonder d'autres types de stéréotypes lorsqu'on va les projeter dans l'univers social. Et puis, il y a des stéréotypes négatifs également, l'avarice, l'indifférence au sort des plus jeunes, l'incapacité à s'adapter au monde et à le comprendre, le conservatisme. Donc, dans ces travaux qui ont été menés à travers l'étude des ouvrages pour les enfants, l'étude de revues de presse, on voit se dégager les figures paradoxales, positives et négatives, de ce que fait le temps sur nous. Et puis, il y a aussi une série de stéréotypes, de représentations du vieux qui n'est pas seulement situé existentiellement, mais qui est situé socialement. Et là, c'est le rapport au pouvoir, avec l'idée que les personnes âgées, les retraités, constituent une catégorie puissante, euh, disposent d'un pouvoir, appartiennent à une catégorie sociale riche et dominante, disposent d'un capital social et économique important. Et puis, à l'inverse, on distingue également une image d'un groupe, une catégorie dominée, un groupe social exclu, aux marges d'un système fondé sur le travail, euh, pauvre, fragile, faible et inadapté. Donc vous voyez, lorsqu'on commence à rentrer dans la question qui est posée aujourd'hui, c'est-à-dire les retraités, un groupe social, point d'interrogation, alors je mettrais plutôt déjà une catégorie sociale ou une construction sociale, parce que le groupe renvoie plutôt à des interactions, à une identité, à un objectif commun. Mais on doit déjà se poser la question de ce qui sous-tend la construction de cette présumée catégorie sociale. Donc, lorsqu'on aborde ce sujet, eh bien, on s'aperçoit tout simplement que nous avons affaire à une galaxie sociale constituée d'une myriade de mondes sociaux. Je vais essayer déjà de les circonscrire. À chaque fois qu'on essaie de saisir cet objet, il nous fuit. C'est un sable mouvant en perpétuelle recomposition. La preuve, c'est que les débats actuels sur l'âge de la retraite nous posent problème. C'est-à-dire, à partir de quel âge peut-on constituer une catégorie statistique qui renverrait à une situation de retraité? Alors, commençons déjà à tenter de circonscrire la manière dont les sociétés ont considéré que l'âge était relevant, était pertinent pour constituer des catégories statistiques. Et si l'on regarde d'un peu plus près, on s'aperçoit que dès 40 ans, la loi américaine, l'Anti-Discrimination Act, prévoit que l'on peut recourir en justice pour discrimination par l'âge à 40 ans. Si on saute d'une décennie, on s'aperçoit également que la définition d'un senior, qui peut par exemple bénéficier d'avantages, adhérer à une association de seniors, c'est 50 ans. Et puis, on retrouve beaucoup et souvent dans les catégories statistiques l'âge pivot de 60 ans qui a longtemps été, notamment en France, un âge essentiel dans la définition de droits sociaux, notamment du droit à la retraite. Puis, dans les catégories, notamment à l'échelle européenne, on s'aperçoit plutôt que l'âge césure serait plutôt de 65 ans. Donc, vous voyez, déjà, on a une amplitude dans la construction statistique ou juridique des âges pour qualifier quelqu'un qui, de manière a priori socialement acceptable, va se constituer autour d'un âge pivot. Eh bien, on a une amplitude qui est extrêmement large. Et puis aujourd'hui, on construit les âges comme plus de 75 ans parce qu'on sait que c'est à peu près l'âge du veuvage, par exemple. Donc, on va indexer un certain nombre de catégories d'âge sur ce que l'on sait qu'il advient durant le cycle de vie. Donc, vous voyez, si on prend la question de la définition d'un groupe ou d'une catégorie, eh bien, il faut toujours réfléchir à la manière dont on a, d'une certaine façon, déterminé un âge considéré comme pertinent socialement pour appréhender une réalité sociale.
Après, si on veut regarder, par exemple, la question de la définition des retraités, est-ce qu'il faut s'intéresser uniquement aux retraités de droit direct ou intégrer les pensions de réversion, les droits indirects? Et si on ne compte que les retraités, est-ce que finalement on ne manque pas une partie de la population âgée qui ne bénéficie pas d'une retraite? Alors c'est assez peu le cas en France, mais si comme moi vous travaillez sur d'autres latitudes, par exemple en Afrique, eh bien, la question du dénuement, de la pauvreté, eh bien, elle se pose beaucoup aux âges avancés, comme ça a été le cas d'ailleurs en France jusqu'à encore les années 70. Donc, du coup, faut-il uniquement dénombrer euh, ce groupe qui nous intéresse à partir du statut ou avoir une définition par catégorie d'âge? Donc, vous voyez, ça, c'est les questions que se posent les sociologues, les statisticiens, et qui n'est pas qu'une question, en fait, d'arcanes scientifiques et, on va dire, de ratiocinateurs qui aimeraient travailler à la statistique. Derrière le dénombrement, il y a la force, il y a le nombre, mais il y a aussi la qualification des phénomènes sociaux comme la pauvreté. Donc, je voulais quand même en préalable revenir sur ce point-là. À partir du moment où l'on rentre dans une définition de plus de 60 ans ou plus de 65 ans, la question, puisque nous parlons des retraités ou des personnes âgées de plus de 60 ans ou plus de 65 ans, c'est leur dénombrement. Effectivement, lorsqu'on s'interroge sur les mutations du monde contemporain, il est clair que la question du vieillissement est une des toutes premières questions, d'ailleurs, qu'aborde l'ONU très régulièrement comme un des défis mondiaux pour le siècle et pour les décennies qui viennent. Donc, je vous ai remis quelques éléments sur le contexte démographique pour savoir de quoi on parle. À l'échelle européenne, tout d'abord. Vous voyez ici la pyramide des âges, qui est une pyramide qui pousse vers le haut, c'est-à-dire que les catégories qui, en couleur nette, bleu pour les hommes et orange pour les femmes, on a évité le bleu et rose, c'est déjà ça, mais vont pousser vers le haut, vous voyez ici, eh bien, au cours entre 2019 et 2050, on voit que la pyramide des âges va énormément s'élargir, vous voyez, sur la gauche comme sur la droite, et que par ailleurs, comme le dit de manière assez facétieuse un de mes collègues, Guillaume Gutleben, les vieux sont des vieilles. C'est-à-dire que lorsqu'on parle du vieillissement de la population, on parle aussi de la féminisation. Ce qui est assez, en fait, contre-intuitif lorsqu'on analyse les phénomènes de société, puisque généralement, la féminisation est abordée par, on va dire, la lorgnette, l'angle, en fait, des jeunes femmes. Donc, première chose, effectivement, nous avons un groupe qui est de plus en plus nombreux et un groupe qui est quand même dominé par les femmes, notamment au-delà de 80 ans. Si on regarde ce phénomène qui est un phénomène de vieillissement, qui est un phénomène mondial, et qu'on s'intéresse un peu plus à la France, bien on s'aperçoit que ce groupe, vous voyez ici la catégorie des baby boomers, eh bien va être amené à bouleverser l'ordre sociétal par son ampleur. Le baby boom, c'est grosso modo 45-73. Donc le début de ce qu'on a appelé le baby boom, c'est 2005, à partir du moment où le premier baby boomer atteint l'âge légal de la retraite de 60 ans. Et puis, nous allons rentrer d'ici quelques années, en 2025, dans l'ère du franchissement du premier baby boomer à l'âge de 80 ans, et c'est donc la promesse d'un octoboom des baby boomers à partir de 2025, qui est essentiellement aussi, et de manière importante, un octoboom féminin. Donc déjà, lorsqu'on commence à décomposer on va dire cette catégorie, du fait de la forte pression démographique liée aux catégories nombreuses du baby boom, nous avons déjà un visage assez féminin de ce groupe, contrairement à ce qui apparaît très souvent dans les représentations.
Et puis, devant nous, nous avons aussi le développement de catégories d'âge extrême, notamment des centenaires. Je me réfère ici à l'INSEE, hein. Dès 2010, l'INSEE pose une question, 15 000 centenaires en 2010 en France, 200 000 en 2060. Donc, nous allons transformer dans ce groupe, nous allons, en étirant les sous-catégories d'âge, nous allons transformer de manière assez importante la répartition des catégories d'âge, des sous-catégories d'âge dans les classes d'âge de 60 ans ou 65 ans et plus. Donc, il y a une forte diversité à l'intérieur de cette catégorie. Si on raisonne uniquement par définition de la date de naissance, mais on a également, et j'y reviendrai peut-être un peu tout à l'heure, un très grand éclatement en termes de génération. C'est-à-dire que ces personnes-là ont été pétries par des temps historiques, par des temps sociaux qui les ont marqués, qui ont marqué leur socialisation, assez différents. Et c'est important si on veut analyser ensuite leurs attitudes, leurs comportements et leurs valeurs. C'est ce qui rend d'ailleurs l'étude de ces catégories assez passionnante selon moi. Autre point, autre angle d'attaque également, c'est cette transition qui apparaît à partir de 2010, dans lesquelles en France en tout cas, dans laquelle les plus jeunes, les moins de 20 ans, vont peser moins que les plus de 60 ans. Et on le voit ici, hein, autour de la décennie 2010, eh bien, le visage de la France se transforme et les rapports de force numériques, on ne parle pas de rapports de force sociaux, hein, bien sûr, quoique certains soient un peu tentés de présenter les choses de cette manière, mais en tout cas, sur le plan démographique, effectivement, on s'aperçoit qu'on a une transition démographique ici en termes de passation de pouvoir numérique entre les moins de 20 ans et les plus de 60 ans. Au demeurant, la génération du baby-boom a longtemps voulu incarner la jeunesse. Et en fait, elle va continuer d'une certaine manière à imprimer l'évolution sociétale en prenant du pouvoir numérique dans la répartition des différentes catégories d'âge à l'intérieur de la population française au cours des décennies qui ont suivi 2010 et jusqu'encore au minimum 2050. Ça, c'est la partie démographique et on commence déjà à rentrer dans le dur puisque on s'aperçoit que cette catégorie est déjà décomposée à partir de variables d'âge, à partir de variables de genre, à partir de variables de génération. Mais, j'ai un petit peu défloré le sujet tout à l'heure, si on veut rentrer un peu dans le sujet, hein, sur la structuration sociale, il faut peut-être regarder un peu plus de manière profonde ce qu'ont traversé ces populations. Eh bien, ils ont traversé et ils sont les témoins de la Seconde Révolution française, c'est-à-dire d'une mutation considérable du système productif qui est passé d'un monde agricole à un monde industriel et un monde tertiaire. Et j'ai voulu reprendre, alors j'ai malheureusement que les hommes, mais la composition depuis 1954 des catégories socio-professionnelles qui sont maintenant les plus importantes ou qui ont été les plus importantes parmi les retraités. Et on voit ici, en fait, le monde ouvrier qui augmente entre 54 et 75, et puis qui chute entre 90 et 2000. Et puis, également le monde des artisans commerçants et celui des agriculteurs. Vous voyez, les agriculteurs 27,8 et 1,9. Bon, après, il y aura quelques petites, on va dire, quelques petits débats possibles sur cette chute à 1,9 pour des raisons statistiques. Mais sans rentrer dans ce détail, ce qu'il faut retenir, c'est que ces évolutions, ces mutations du système productif ont un impact en bout de course sur la composition sociologique des personnes âgées et des personnes qui arrivent en retraite. C'est-à-dire qu'on a de moins en moins progressivement de témoins de la société paysanne
de l'après-guerre. Et progressivement également, le monde ouvrier on va dire, perdre du pouvoir dans les catégories les plus âgées, numériquement, j'entends. D'où un intérêt euh, pour les récits de vie, par exemple. C'est-à-dire que toute une partie de ces mondes ruraux et de ces mondes industriels et ces mondes ouvriers vont disparaître dans les décennies qui viennent. Et moi, j'appelle à une mobilisation en faveur du récit de vie et de la conservation de la mémoire de ces populations dans leur diversité. Donc, on le voit ici, aujourd'hui, dans cette catégorie extrêmement vaste, ces myriades de mondes sociaux, nous avons en plus des témoins de temps révolus qui ont été traversés par un système économique, un système productif, mais aussi des systèmes de valeurs. Et, à la Fondation Gabriel Péry, je pense avoir une oreille attentive, mais on va dire l'évolution du monde ouvrier se ressent aussi aujourd'hui dans les maisons de retraite. Nous avons les témoins de grandes mobilisations syndicales, de grandes luttes sociales qui progressivement disparaissent. Et donc, c'est de ça aussi dont je voulais vous parler, c'est-à-dire que cette diversité, elle est aussi générationnelle. Alors, je vais essayer de descendre. Tac. Voilà. Autre point également important sur le plan des mutations sociologiques, qui apparaît au tournant du siècle, hein, en 2000, c'est l'évolution du niveau d'études qui caractérise en fait les mutations sociologiques des publics âgés. Excusez-moi. On le voit dans ce schéma, le nombre de non-diplômés ou de sans diplôme baisse de manière extrêmement importante à la faveur d'un enseignement obligatoire, d'un enseignement diplômant. Donc, en passant de 71,4% pour les 65 et plus en 2000 à 43,8% pour les 50-64 ans qui sont aujourd'hui en retraite. Donc, vous voyez, on a une mutation sur les deux échelles extrêmes, les deux niveaux extrêmes de l'échelle, sur celui des sans diplôme et sur celui du supérieur long. Et également sur celui des catégories plus intermédiaires comme les CAP et les BEP ou leur équivalent. Donc, les retraités d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier parce que le niveau de diplôme a augmenté, mais aussi parce que, à la faveur des Trente Glorieuses, eh bien, nous avons des compositions sociologiques avec des personnes dont le niveau de revenu est plus élevé, avec une émergence aussi des classes moyennes importantes. L'autre point également qu'il faut noter, c'est la diminution importante au cours de la dernière moitié du XXe siècle de la pauvreté, avec la mise en place de politiques publiques, notamment du minimum vieillesse, c'est-à-dire de filets de sécurité qui ont permis, a priori, d'éviter la paupérisation des catégories âgées comme elles l'étaient avant les années 70. Et on voit ici une chute du taux de pauvreté avec une remontée aussi qui doit nous rendre vigilants, je pense, ou en tout cas attentifs, sans rentrer dans la polémique. Mais là, sur ce schéma, j'ai repris que 70-96. J'ai été rechercher, du coup, cet après-midi, on va dire les nouveaux taux. On serait plutôt autour de 7%. Alors, ceci dit, là aussi, les retraités sont en moyenne, en tout cas le pourcentage de retraités dans la population retraitée est moins élevé que dans le reste de la population française, puisque on est à 7%, alors que le taux de pauvreté de l'ensemble de la population est à 14%. Ceci dit, tout dépend effectivement des politiques publiques, puisque une écrasante majorité des retraités sont dépendants des revenus de transfert, donc de leur pension.
et un peu plus, on va dire marginalement, de leur épargne. Donc on a néanmoins encore un nombre non négligeable de personnes pauvres, sachant que on peut pas se contenter uniquement euh, d'appréhender ces populations à partir de la définition statistique de ce qu'est la pauvreté, ou à partir d'un seuil qui est assez subjectif. Il serait intéressant de regarder ceux qui sont à, on va dire, entre 1% et 5% au-dessus de cette marge qui est définie statistiquement comme le taux de pauvreté. Donc, ce qui est intéressant, c'est de regarder quand même les niveaux de revenus avec l'avancée en âge, sachant qu'on a encore à l'intérieur de ce groupe des nuances et des grandes différences, puisque notamment les femmes âgées, les femmes très âgées, ont été moins déclarées que les hommes, voire pas déclarées du tout, et donc du coup sont très souvent sur des niveaux de revenus très faibles. Donc on a aussi des différences entre les différentes cohortes à l'intérieur de cette catégorie d'âge. Et ça au détriment des femmes. Donc, l'approche générationnelle, ça c'est l'autre point qui me semble être important d'être évoqué ici. On l'a vu tout à l'heure, on a un profil socio-économique qui est plus favorable d'ailleurs à l'expression des besoins et à la défense des intérêts du fait d'une augmentation du niveau d'études, du niveau de revenus, du niveau des catégories socio-professionnelles, donc plus importante que la génération précédente. Et puis, on a, et on avait encore jusqu'il y a quelques temps, une plus grande proportion à l'action politique directe, la pétition et la manifestation. Alors, tout ça est susceptible d'évoluer dans le temps, à la fois en fonction de l'actualité sociale et politique, mais aussi en fonction de l'arrivée des nouvelles générations dans le monde de la retraite. Troisième point pour réfléchir ensemble sur cette question autour des catégories retraitées, c'est la question du pouvoir de cette catégorie sociale. Et en tout cas, dans mon travail, au-delà du travail de 2003, dans ce que j'ai pu produire depuis, il me semble que l'un des éléments à retenir le plus simple, c'est que précisément parce qu'il n'y a pas de groupes sociaux homogènes autour de cette catégorie sociale, il est difficile de parler d'un pouvoir gris fort. C'est vrai en France, c'est un peu moins vrai aux États-Unis pour des raisons que je n'ai pas le temps d'évoquer, mais en tout cas, cette catégorie sociale n'est pas homogène. On l'a vu sur le plan économique, sur le plan social, euh, sur le plan socio-économique, sur le plan territorial aussi, je ne l'ai pas abordé, mais il n'est pas non plus homogène sur le plan de la pratique religieuse, ni sur le plan des valeurs politiques. On y reviendra, mais en tout cas, je pense que si on veut creuser notre population, il faut rentrer aussi dans ces questions-là. Alors, et cependant, me direz-vous, ils sont nombreux. Donc, s'ils sont nombreux, ils sont forts. Ben, c'est pas toujours évident, hein. Le nombre ne correspond pas mécaniquement à un pouvoir politique homogène. Premièrement, ce qui marque le vote retraité, ou ce qui le marquait jusqu'à présent, c'était la continuité biographique. Autrement dit, quand vous aviez été communiste ou gaulliste pendant toute votre vie, le passage à la retraite en 24 heures ne changeait pas vos opinions politiques. Donc, l'idée que les retraités et personnes âgées puissent composer un monde homogène est battue en brèche tout simplement par l'idée d'une continuité biographique pour les individus qui ont déjà expérimenté le vote et dont le vote est plutôt ancré dans une fidélité à des idées et à des systèmes de valeurs. Donc, l'autre point, c'est la question de l'orientation du vote des retraités. C'est-à-dire que les retraités, jusqu'à, on va dire, jusqu'à quelques temps, et encore un peu maintenant, votaient de manière plus conservatrice.
parce qu'ils étaient plus sensibles à la notion d'ordre, d'autorité, d'État et de nation. Mais aussi, ils étaient plus légitimistes, c'est-à-dire qu'ils avaient plus tendance à accorder la confiance à ceux qui avaient exercé le pouvoir. C'est marrant parce que ça a joué pour les partis de droite, mais aussi pour Mitterrand en 1988. Donc on voit qu'il y a un légitimisme qui va en fait transcender les ancrages politiques d'une certaine façon. Voilà, ça c'est un point. Alors, ce qui est intéressant aujourd'hui et ce sur quoi travaillent certains éminents collègues comme Bernard Denis, dont je vous recommande la lecture, c'est l'évolution du fait du sinistrisme, hein, de sinistra en italien, la gauche. C'est-à-dire que les baby-boomers sont réputés être plus à gauche que leurs parents. Et donc, du coup, comment le passage à la retraite va jouer? Est-ce que, du coup, on va avoir une réorientation plus vers la gauche du vote des plus de 60 ans ou des plus de 65 ans? Ça, c'est un peu la question qu'on se pose aujourd'hui. Ou est-ce qu'on peut avoir aussi, d'une certaine façon, une forme de radicalisation, c'est-à-dire un vote un peu plus important à l'extrême droite, à la suite de déceptions de partis traditionnels, notamment de partis de gouvernement? Ça, c'est les grandes questions qui balisent aujourd'hui la sociologie électorale lorsqu'on s'intéresse au vote des retraités et des personnes âgées. Mais je ne veux pas y venir, je vais y revenir un peu plus tard. Là, je voudrais continuer mon fil. Et donc, également, vous dire que le pouvoir, c'est pas seulement le pouvoir du vote, mais c'est aussi la structuration de ce pouvoir dans des organisations efficaces et articulées. Or, les organisations de retraités sont extrêmement divisées. En premier lieu, parce que il existe une dichotomie assez classique entre les associations de retraités d'un côté et les organisations syndicales de retraités, notamment les UCR, les Unions confédérales de retraités. Donc, on a déjà une division à l'intérieur de ces catégories entre les différentes entités syndicales, mais aussi entre les entités syndicales dans leur ensemble et les associations de retraités comme Génération Mouvement, anciennement les aînés ruraux, ou l'UFR, l'Union française des retraités, ou la FNAR, Fédération nationale des associations de retraités. Donc, assez vite, en fait, on voit que il existe un éparpillement des forces avec parfois des convergences, bien sûr, lors de manifestations, moi j'ai pu observer, et parfois aussi des divergences. Et l'autre point, c'est que ces organisations sont relativement faibles. Les effectifs de ces associations fondent, notamment parce que le rapport au collectif, au militantisme et au syndicalisme commence progressivement à être affecté par la désaffection, justement, par rapport aux grands acteurs de la médiation politique et de la médiation sociale. Donc, ces organisations s'affaiblissent avec le temps, voient leurs effectifs baisser. Alors, autre point de réflexion par rapport à l'idée d'un pouvoir homogène, c'est l'évolution, effectivement, de l'inclinaison politique de cette catégorie. Alors, c'est intéressant, je vous ai ressorti les chiffres de 2017 de Bernard Denis, que je salue pour son travail extrêmement important. Sur le vote au second tour, par exemple, on s'aperçoit que les 63-79 votent à 54% pour Emmanuel Macron, alors que les jeunes, 18-34, ne sont que 30%. Ensuite, ce vote se tasse un peu pour les 80 et plus, dont je reparlerai tout à l'heure. Par contre, le vote Le Pen, on parle de vote exprimé, hein, on est bien d'accord, hein. Le vote Le Pen est plus important chez les 18-34 que chez les 63-79, qui finalement résistent le plus au vote d'extrême droite. Et ça, c'est tout à fait contre-intuitif, puisque très souvent, un certain nombre de collègues me disent que le vote d'extrême droite est un vote de vieux. Eh bien, ces chiffres-là tendraient à démontrer encore une fois, sur la base de suffrages exprimés. Ça ne veut pas dire que c'est l'opinion des catégories d'âge, mais c'est les gens qui ont été aux urnes
notamment au second tour, donc dans certains qui n'ont pas voulu rentrer dans une dichotomie ou dans un choix entre Emmanuel Macron d'une part et de l'autre Marine Le Pen. Et donc, on voit ici qu'on a une diversité dans le vote entre les 63-79 et les 80 et plus, mais aussi, et surtout, de manière importante, entre les 63 et plus dans leur ensemble et les 18-34. Donc ça, c'est aussi un élément de caractérisation. Ceci dit, on s'aperçoit quand même que on a une augmentation du taux d'abstention chez les aînés. Et donc ça, c'est aussi un point peut-être de vigilance à avoir. Est-ce que ce vote qui était, on va dire, plus tourné vers la modération, vers des approches centristes, centre-gauche ou de centre-droit, va évoluer? Est-ce qu'il va se radicaliser à gauche ou à droite? Ça, c'est une question qui sera intéressant de creuser dans les années qui viennent. On est le conservatisme légitimiste dont j'ai parlé, agent de changement politique. Donc, les seniors ont été surreprésentés dans l'électorat de Macron, les jeunes plus chez Marine Le Pen. Ils ont choisi le libéralisme économique, l'euro et l'Europe contre le programme de Marine Le Pen, avec des intérêts économiques quand même, qui est la préservation de leur patrimoine, qui a pu peser dans leur choix. La question de l'héritage, par exemple, est une question qui est importante. Donc, on n'est pas face à des gens qui sont égoïstes et uniquement dans la protection de leurs propres intérêts, puisqu'ils pensent aussi à la question de la transmission à leur descendance. Donc, on voit ici que bien l'idée d'un virage à gauche de la génération du baby-boom est plus complexe qu'il n'y paraît. Voilà pour quelques éléments, encore une fois, quelques flashs sur ce que nous apprend la sociologie électorale. Et en même temps, il faut le redire, mais c'est qu'on a une diversité de votes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un vote unanime en faveur d'Emmanuel Macron ou de Marine Le Pen. Hein. Vous le voyez, dans l'électorat, en tout cas, d'Emmanuel Macron, par contre, les 35-62 sont importants. Et les 63 et plus également. Par contre, l'électorat jeune l'est un peu moins. Alors ça veut dire aussi que peut-être que si le centre de gravité est de plus en plus orienté vers des âges avancés, il peut être intéressant quand même de voir comment cet électorat réagit à un programme politique. Alors, autre point que je voulais évoquer avec vous, qui est aussi à contre-pied par rapport à ce que l'on dit généralement, notamment à travers l'expression du pouvoir gris, c'est qu'effectivement, oui, les plus de 60 ans votent de manière plus importante que les catégories d'âge plus jeunes, sans doute, mais qu'il faut désagréger cette catégorie en distinguant les 60-80 des 80 et plus. Et lorsqu'on fait ce travail de désagrégation, ce qu'a fait Bernard Denis, on s'aperçoit qu'on a une chute pour les personnes qui votent aux deux tours, qui est assez importante, et une augmentation de l'abstention systématique. Ça, c'est un point qui est non traité dans les politiques publiques, sur lequel je souhaite aussi alerter les pouvoirs publics à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. Dans l'ouvrage que j'ai co-dirigé sur le droit de vieillir et citoyenneté des aînés, que Daniel Gaxi m'a fait l'amitié de rappeler, bien nous avons cet article de Bernard Denis et nous allons continuer à publier avec lui et avec d'autres en Europe pour alerter quand même de ce phénomène de décrochage démocratique, ce que j'ai appelé le paradoxe de Mathusalem, c'est-à-dire qu'on a finalement une catégorie d'âge des 60 et plus qui est à la fois celle qui vote le plus et celle qui vote le moins. Donc, la question que vous posez ici est essentielle. On le voit ici parce qu'il y a un vrai problème d'expression par le vote, alors qui peut être expliqué de manière extrêmement variée, c'est très complexe, et qui n'est pas lié qu'aux maladies neuroévolutives, qui est aussi lié à un phénomène d'étrangéité, c'est-à-dire l'idée finalement
qu'il existerait une distance normale et naturelle, un effacement naturel à partir d'un certain âge. Cette idée d'ailleurs a été reprise par un certain nombre de chercheurs ou on va dire de leaders d'opinion qui ont carrément appelé à ce qu'on supprime le vote au-delà d'un certain âge. Donc un phénomène naturel d'usure que nous on observe dans la sociologie électorale pourrait aussi être l'objet d'une construction avec un droit de enfin, un devoir de péremption dans l'expression démocratique, ce qui est, vous l'imaginez bien, absolument pas dans mes goûts et dans mes options ni dans mes inclinaisons, mais dans les travaux de Silvano Mucli, par exemple, en Suisse, il a été évoqué, on va dire, un des modèles dans lesquels, en fait, eh bien, le droit de vote ne disparaîtrait pas seulement par lui-même, par un effet naturel d'usure ou d'érosion, mais par une décision. Donc, ce qui nous pose un problème par rapport à l'agisme ou au caractère agiste de ce type de propos, de ce type de projet, qui a été repris par un certain nombre de leaders d'opinion. Je ne les évoquerai pas de manière plus longue. Vous voyez ce phénomène qu'on a observé, du coup, ici, c'était en 2012, me semble-t-il. On le retrouve aussi en 2017. Vous voyez cette chute ici pour les 75, 79. Et ça s'est confirmé encore lors des dernières élections. Je ne vous ai pas retrouvé, enfin, j'ai pas ramené les chiffres, mais on va les publier dans la revue Equitas à la fin de cette année ou au début de l'année prochaine. Donc, ce phénomène de chute de la participation électorale, que ce soit pour le vote intermittent ou pour le vote systématique, se retrouve dans différentes élections. Voilà pour alors, avant de terminer, je voudrais ouvrir sur quelques questions. Cette génération, la génération du baby-boom qui façonne aujourd'hui cette catégorie retraitée dont nous parlons, eh bien, elle est de plus en plus stigmatisée comme une génération coupable. Ça, je vous renvoie à un article que j'ai publié dans la revue Pensée plurielle, coupable notamment de faiblesse dans sa sensibilité aux questions environnementales, avec l'idée que ce serait une forme de nouveau conservatisme. On l'a vu dans les polémiques de certains partis politiques à l'encontre des baby-boomers. On l'a vu dans la campagne Hockey Boomer, Nouvelle-Zélande. Donc, première chose, c'est effectivement cette génération qui a longtemps été et qui s'est longtemps considérée comme avant-gardiste, doit-elle être tenue coupable? Et à partir du moment où on tient ce discours, cette représentation, ça veut dire qu'on totalise, on globalise à nouveau une catégorie. Or, dans cette catégorie, il y a des groupes différents, à la fois des groupes d'extrême droite, d'extrême gauche, libertaires. On a une myriade de mondes sociaux et de groupes qui vont composer cette catégorie. Mais il est vrai, lorsque l'on se réfère au sondage, que la sensibilité au problème environnemental est un peu plus forte, et plus forte chez les plus jeunes que chez les plus âgés, qui n'ont pas vécu dans ce monde dans lequel le danger sur la planète faisait partie en fait des priorités. Donc ils n'ont pas été socialisés dans ce monde-là, ils étaient beaucoup plus dans, on va dire, les approches marxistes ou néo-marxistes de lutte contre les inégalités. Ce qui ne veut pas dire que les luttes ne sont pas cumulables, mais en tout cas, on a des environnements et des mondes qui ne sont pas les mêmes. Donc, première question, c'est effectivement, est-ce que dans l'opinion, on peut faire converger les luttes, hein, par exemple? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, est-ce que les baby-boomers, dont on voit qu'ils sont peu enclins à rentrer dans l'association de retraités, sans doute parce qu'ils ne sont peu à l'aise avec l'étiquette ou avec des formes de stigmatisation, auxquelles renverrait en fait l'appartenance à un groupe qui se revendiquerait volontairement de retraités ou de personnes âgées.
Donc, est-ce que ces baby boomers vont réinventer la vieillesse comme ils ont éventuellement réinventé la jeunesse? Alors, on voit émerger des organisations, des associations comme le Conseil national autoproclamé de la vieillesse, dans lequel d'anciens universitaires, d'anciens journalistes estiment qu'ils doivent prendre la parole sur le vieillissement aujourd'hui et que cette parole leur est très trop souvent confisquée par des experts qui n'ont pas vécu eux-mêmes l'avancée en âge. Donc ça, c'est un point intéressant. Je vous ai parlé donc du Conseil national autoproclamé de la vieillesse, mais il y a aussi l'association Hold Up, qui est plus ancienne, qui était composée de femmes âgées de plus de 80 ans, et qui souhaitait, elle aussi, que l'on parle de cette réalité du quotidien d'une catégorie d'âge qui est souvent privée de parole. Et puis aussi, un point important, c'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'action politique, mais la transformation de la société se fait aussi au quotidien, dans l'invention de nouveaux modèles, de nouvelles façons de vieillir. On a la reconversion de gens issus du mouvement féministe, notamment, qui vont tenter d'influencer les modèles, notamment les modèles de codécision, notamment les modèles de co-construction, même dans le bâti, dans la construction des résidences seniors. Je prends pour exemple les Baba Yaga, qui ont été lancés par Thérèse Claire, qui était une militante féministe, et qui a du coup souhaité construire, influencer les décisions sur son propre environnement pour son propre vieillissement. Donc tous les mouvements alternatifs en fait de construction de la vieillesse, de construction du cadre et de l'environnement autour de la vieillesse et du vieillissement me semblent être intéressants comme objet d'étude si on s'intéresse à la question de la transformation sociale et de l'action des différents protagonistes sur cette transformation. Alors, on est moins dans une action politique au sens purement politique du terme, c'est-à-dire lutter pour le pouvoir politique, mais on est dans des formes de transformation qui sont assez connexes malgré tout et qui me semblent intéressantes d'observer à travers les évolutions du militantisme et les évolutions de l'engagement des gens qui avancent en âge. Voilà quelques éléments d'ouverture pour ce débat. J'espère, Daniel Gaxi, que j'ai pu répondre à une partie des questions que vous m'aviez posées en préalable lors de la préparation de cette intervention. Tout à fait. Je vous remercie pour cette présentation. Une première question qu'il a abordée, mais sur laquelle je souhaite revenir. Alors, est-ce que les retraités constituent ou pas un groupe social? Alors, selon moi, ils ne constituent pas un groupe social. C'est une catégorie sociale qui est définie de manière statistique à partir d'un statut. Mais si on définit un groupe, comme je le disais tout à l'heure, comme un ensemble de personnes qui se réunissent de manière volontaire au nom d'une identité, de valeurs, d'intérêts matériels et immatériels pour lesquels bien, ils exercent une pression sur des élus, sur leur environnement. Non, ce serait une catégorie sociale avec à l'intérieur un nombre important et parfois contradictoire de groupes sociaux ou de sous-groupes sociaux, ou de mouvements ou de sous-mouvements, et puis avec quand même une partie non négligeable des membres de cette catégorie qui ne se sentent pas appartenir à ce groupe. Et là, je terminerai là-dessus, mais par rapport à cette question, mais on s'est aperçu en fait que lors de la Covid, lorsque le gouvernement a envisagé de pratiquer un déconfinement à géométrie variable en fonction des catégories d'âge, en souhaitant déconfiner les personnes de moins de 65 ans. Qu'une partie non négligeable des personnes de plus de 65 ans ont protesté en estimant qu'ils ne souhaitaient pas être catalogués à partir d'une catégorie d'âge qui renvoyait à des stéréotypes négatifs dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la fragilité, la faiblesse, etc., etc. Donc, l'idée d'une identification à un groupe social qui pourrait se regrouper autour de l'âge me semble être questionnable en France. Très probablement parce que nous avons
un rapport qui n'est pas pacifié à l'avancée en âge en France. Alors, la question de savoir si un groupe social existe réellement, c'est une question débattue en sciences sociales, c'est une question complexe. L'un des critères, c'est quand même l'existence d'organisation du groupe. Alors, vous en avez un peu parlé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces organisations du groupe qui sont nombreuses? Vous nous avez dit qu'elles étaient divisées. Euh, Depuis votre thèse donc en 20 ans, est-ce que vous avez repéré une évolution de ces organisations, une évolution morphologique? Et, et d'autre part, est-ce que vous avez des informations, vous pouvez nous en dire plus sur les adhérents, les membres de ces différentes associations? Qu'est-ce qu'on sait là-dessus? Alors, on manque de chercheurs. Je vais lancer un autre appel du coup pour aller sur cet objet-là. Euh, ce que l'on constate, c'est qu'on a déjà un monde syndical qui est reconnu par le Conseil économique social, par l'ensemble des instances et qui reste présent dans les différentes instances de représentation comme les CDCA, hein, les conseils départementaux à la citoyenneté et à l'autonomie, des anciens CODERPA, comités départementaux des retraités et personnes âgées, est plutôt bien implanté au niveau local. Par contre, le nombre de membres reste, on va dire, assez limité. Et puis, on a face à cela les associations non syndicales. Alors, donc, du coup, vous avez l'Union CFDT, l'Union CGT, etc. Alors, une des organisations a disparu, faute de combattants. Donc, on s'aperçoit que, eh bien, on commence à avoir des fusions. Ces organisations, elles étaient très liées à des statuts. Et donc, elles étaient assez calquées sur le découpage statutaire. Et progressivement, en fait, elles fusionnent. Elles font un peu fi des statuts qui, d'ailleurs, souvent disparaissent, hein, les statuts spéciaux, pour essayer de se regrouper et d'être un peu plus fortes. Sur les associations non syndicales, on s'aperçoit, par exemple, que le monde rural, qui était très présent quand j'ai commencé ma thèse, l'association des aînés ruraux représentait 1 200 000 personnes. Aujourd'hui, ils sont très largement en dessous. Ils sont en dessous de la barre du million et on se questionne sur leur nombre réel. Alors c'est une organisation intéressante sur le plan à la fois de l'advocacy, de l'organisation, mais les effectifs baissent en milieu rural. Et donc, du coup, on a quand même, d'une certaine façon, un monde un peu déclinant. D'un autre côté, on voit aussi les organisations qui ont pour but de défendre la condition des personnes âgées et qui sont du coup moins centrées sur une approche syndicale ou une approche comme les associations de pré-retraités qui étaient très liées au statut et à la défense des retraites. Donc, se sont développées des associations comme Hold Up qui, elles, vont beaucoup plus lutter, non pas pour la défense des intérêts matériels, mais pour la lutte contre l'agisme, contre la discrimination. Donc, on a des structurations qui vont aller sur d'autres objets, qui seront moins les objets liés à la... Alors, ça peut changer, hein, encore une fois, hein, mais pour le moment, on voit émerger, comme le Conseil national autoproclamé, ce sont des gens qui sont plutôt des gens diplômés, sont plutôt des groupes d'état-major, de gens qui sont assez parisiens ou en tout cas dans des grandes métropoles et qui vont vouloir lutter pour l'inclusion et la lutte contre l'exclusion liée à l'âge. L'autre point, c'est aussi le rapport à la mort, c'est-à-dire qu'on voit aussi des engagements par rapport à une meilleure condition de vie et une meilleure condition de fin de vie. Donc, les organisations ont un peu glissé dans leurs objets et on a vu du coup se constituer des associations et des organisations qui n'existaient pas au moment de ma thèse, comme le CNAV, le Hold Up, et puis des associations de défense des droits des résidents également dans les maisons de retraite.
qui commencent à se structurer. Donc voilà un peu au niveau des évolutions de ceux qui se revendiquent comme étant des défenseurs du bien vieillir en France. Alors, dans le prolongement de ce problème que nous abordons, là, j'ai une question qui me paraît très intéressante compte tenu des recherches que vous avez menées. Si on fait une comparaison entre le pourboire gris en France et aux États-Unis, qu'est-ce qui ressort à grands traits? Effectivement, la question est extrêmement intéressante. Euh, le, L'Organisation américaine des retraités, c'est plus de 33 millions de membres. On est tout de suite sur une échelle différente. Il faut le rapporter à la population générale des États-Unis, bien entendu. Mais c'est aussi un budget de plus de 1 milliard de dollars. C'est des milliers de personnes salariées. Et c'est donc une organisation qui a pour but de développer une défense des retraités et des personnes âgées à partir de leurs intérêts matériels. Un peu l'équivalent du syndicalisme de service. Autrement dit, lorsque vous êtes membre d'une organisation, vous bénéficiez d'une protection juridique, d'avantages sur vos assurances, sur vos voyages, sur toute une partie en fait, de votre quotidien. Donc, aussi d'aide pour remplir les impôts. Donc, l'association américaine de retraités n'est pas uniquement sur le registre de la défense des droits sociaux ou des libertés. Elle se situe aussi dans une réponse extrêmement concrète aux intérêts matériels des personnes. Et ça, dès 50 ans. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'on est sur une organisation qui va accompagner les personnes dans leur vieillissement et pas uniquement dans leur statut de retraité et dans la négociation de la revalidation des retraites. Donc, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement différent. Moi, quand j'ai travaillé au Sénat américain, nous avions régulièrement la visite des lobbyistes de l'Association américaine des retraités qui disposaient d'un PPI, un Public Policy Institute, c'est-à-dire d'un organisme extrêmement bien organisé avec que des gens, on va dire, disposant de doctorat ou de diplôme de master ou plus, travaillant tous les jours sur l'analyse des politiques publiques. Donc, on a face à nous, quand on est aux États-Unis, des contre-pouvoirs qui disposent d'un pouvoir d'expertise. Le contre-pouvoir d'expertise en France, dans les organisations de retraités, est beaucoup plus faible parce qu'il est lié uniquement à l'engagement des retraités en fonction de leur temps libre. Faut dire aussi qu'on n'a pas les mêmes types de budget. Alors, si on veut comparer, toutes choses égales par ailleurs, l'ARP, par exemple, par les organisations françaises, ce serait plus proche d'un mode de fonctionnement de l'APF France Handicap, par exemple, qui est opérateur de services à destination de ces. Voilà, là, il y a vraiment l'idée d'un membership qui renvoie à des opérateurs de services qui sont là pour résoudre concrètement les problèmes des personnes. Or, on est plutôt, nous, dans une construction d'un mouvement qui est plutôt sur les principes, sur les revendications autour des droits sociaux ou des droits libertés, que sur un vrai travail de fond dans toutes les régions de défense au quotidien des personnes. Donc, ça veut dire que si les organisations représentatives des retraités voulaient se développer, il faudrait qu'elles proposent des services un peu sur le modèle américain. Certains l'ont essayé et puis ça a été assez compliqué parce qu'on a d'abord, il faut le dire, on n'est quand même pas on n'est pas dans le même contexte que les États-Unis. La France est encore quoi qu'on en dise, dans un contexte où l'État-providence reste assez présent, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis où pour développer la couverture de risque, il a fallu s'auto-organiser. Une petite anecdote, l'Association américaine des retraités, elle s'est créée sous l'égide de Ethel Perser-Andrus, qui était une femme proviseure qui avait constaté que les assurances, au moment de la retraite, les assurances complémentaires ne proposaient pas de couverture. Donc, ils se sont auto-organisés pour négocier avec une entreprise qui s'appelait Colonial Penn des tarifs de groupe pour pouvoir bénéficier d'une ristourne et en même temps négocier le sérieux de la couverture d'assurance complémentaire pour la santé. Donc, vous voyez, en fait, ça s'est constitué autour de risques
qui, en France, sont plutôt couverts, plus ou moins bien, mais quand même par un système mutualisé. Hein. Donc, je me méfie toujours de la comparaison avec les États-Unis pour cette raison-là, c'est qu'on n'est quand même pas encore totalement dans un contexte ultra-libéral, et donc on a une société qui fonctionne différemment. Ceci dit, je pense que ça vaut le coup de s'intéresser à la manière dont on construit la défense des intérêts des personnes. Que ce soit des usagers du service public, que ce soit des retraités. Est-ce que ça vaudrait pas le coup quand même d'aller dans une approche un peu plus pragmatique, un peu plus terre à terre de la défense des droits pour reconquérir tout simplement, on va dire, le terrain perdu. Parce que les Français ont souvent l'impression que l'engagement, c'est uniquement pour l'intérêt général, pour la beauté des idées, mais défendre au quotidien une personne par rapport au danger d'exclusion, de la pauvreté, apporter une réponse concrète, l'accompagner, c'est peut-être aussi une forme de militantisme qu'on a oublié et qu'on pourrait redécouvrir. En tous les cas, voilà, en tout cas, entre les États-Unis et la... Alors, en même temps, il faut dire que à nouveau, c'est dans les différences entre les États-Unis et la France, les associations comme la RP sont des auxiliaires de l'État. C'est-à-dire qu'il existe des gros budgets fédéraux de plusieurs dizaines, voire centaines de millions de dollars qui, en fait, permettent à ces organisations de fonctionner. Par exemple, sur la mise en place de services à domicile pour la livraison des repas, Wheels on Meals. Par exemple aussi, bien l'aide pour les impôts. Donc, les organisations sont des auxiliaires de l'action publique parce que les États-Unis se sont toujours méfiés de la mise en place on va dire, d'un État trop important, d'un service public trop important. Donc, ils confient à des intermédiaires que sont les organisations le soin de mettre en place des éléments de politique publique. Monsieur Daouda Faye vous demande de revenir sur les pays où on discute sur l'âge limite pour pouvoir voter. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce sujet? Alors ça renvoie à une partie de mon ouvrage, Le pouvoir en fait. Alors, ce sont des débats dans l'espace public, mais pas dans l'espace politique. Donc, qui ont été introduits dans une réflexion qui a été menée notamment par Silvano Möcli en Suisse, mais aussi dans d'autres endroits, notamment dans un article de New Republic de Stewart, qui se pose la question de savoir, donc aux États-Unis, dans quelle mesure il serait pas bon de construire un âge limite à 70 ans. Et alors, le système Möcli, tel qu'il avait, alors il n'a pas nécessairement prôné, mais en tout cas il l'a élaboré, consisterait à réduire, alors pas à supprimer le droit de vote, mais à le réduire. C'est-à-dire dans ce système, à 18 ans, vous auriez deux voix, et puis chaque année, vous perdriez 0,01 voix. Alors j'avais calculé de manière très facétieuse l'âge limite, je crois que c'était à 242 ans ou à 270 ans, où on arrivait à un vote nul, puis ensuite le vote commençait à être négatif de moins 0,01. Mais au-delà de l'amusement, on voit ici que la question d'un vote à vie a été posée dans l'espace public et qu'elle a été reposée et qu'elle est reposée régulièrement. Alors là, je vous ai parlé de la Suisse et des États-Unis avec Stewart, mais en France, eh bien, lors d'une émission radio, quelqu'un a clairement envisagé une limite de la citoyenneté ou de l'expression par le vote à 80 ans. Il a été responsable de l'Université de tous les savoirs en plus. Voilà, donc cette question-là, sans complexe, peut être posée dans l'espace public en France. Ce qui veut dire qu'il y a une certaine tolérance pour l'agisme qui existe moins
dans d'autres, on va dire, dans d'autres domaines de la vie sociale où les mouvements sociaux sont plus réactifs et sont mieux organisés. Alors, Mais une je vous renvoie question. à mon ouvrage et j'ai dû réécrire d'autres trucs après, mais je reviendrai peut-être plus en détail. Vous pouvez donner les coordonnées à cette personne pour que je redonne précisément notamment les derniers éléments de débat sur une radio publique où la personne avait clairement pris position pour un abandon du. Alors là, c'était 80 ans. Vous voyez les limites d'âge. Hein. Chez Stewart, c'est 70 ans. Aux États-Unis, chez nous, c'est 80 ans. Il vaut mieux être en France, hein, du coup. Alors, une question de Jean Amou, qui vous remercie pour cette conférence très intéressante et vous demande, peut-on avoir un peu plus d'analyse du décrochage démocratique dans le sens sociopolitique? Ouais. Alors ça, c'est un objet de recherche sur lequel nous travaillons avec le REACTIS, Réseau d'études internationales sur l'âge et la citoyenneté, et c'est extrêmement complexe. Alors, ce que Bernard Denis démontre, c'est qu'il y a un décrochage. Voilà. La question, c'est les raisons. Et dans les raisons, on a des facteurs liés à l'environnement social et l'environnement physique, c'est-à-dire l'incapacité à marcher, à se rendre au bureau de vote et à se déplacer. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est l'environnement social, c'est-à-dire l'environnement qui dissuade la personne de s'exprimer par le vote parce qu'il estime que la personne n'est plus en mesure de faire un choix. Le troisième point, c'est la question, et donc là, ça nous renvoie à toutes les questions du handicap, par exemple, hein, et des différentes formes de handicap, qui sont extrêmement complexes. Et je ne sais pas si vous le savez, mais en tout cas, depuis quelques années, il n'y a plus de suppression systématique du vote pour les personnes qui sont sous tutelle et curatelle, parce qu'on estime que c'est au juge à faire la démonstration que la personne n'est pas capable de voter. Donc là, il y a toute la question qui se pose, c'est comment accompagner les personnes qui sont en situation de handicap, quel que soit leur handicap, dans leur acte de citoyenneté. Donc là, il y a un gros sujet sur lequel on va lancer une thèse à partir de l'année prochaine, je l'espère. Thèse non financée, parce que évidemment, ce sont des sujets qui n'intéressent pas grand monde. Alors on espère que le secteur public va, va relever le gant. Mais en tout cas, on va aller dans cette direction. Et puis, l'autre point, c'est l'étrangeté au monde, c'est-à-dire des personnes âgées qui, étant progressivement exclues de la participation sociale, vont finalement se sentir trop distants par rapport au monde quotidien et se désintéresser de la vie publique et parfois même assumer le fait que pour eux, passé un certain âge, eh bien, ces questions-là ne les concernent plus. Donc, ils vont d'une certaine façon internaliser des formes d'exclusion qui sont très entretenues par un certain environnement et finalement arriver à s'interdire, alors que ce sont des gens qui ont tous leurs moyens, ou en tout cas à se désengager alors qu'ils auraient pu continuer à exercer leur droit de vote. Donc, vous voyez, il y a un ensemble de facteurs qui parfois d'ailleurs sont intriqués, qui sont extrêmement complexes, et sur lesquels on a très très peu d'études en fait. Il y a eu des études de ma collègue Thomas dans les années 93, et puis il y a un certain nombre d'études dans le domaine du handicap. On va essayer de croiser entre le domaine du handicap et le domaine du vieillissement nos données pour essayer de voir ce qui joue dans cette chute au-delà de 80 ans. Et je le répète, hein, ce n'est pas que des questions de barrage physique ou de handicap. Il y a un phénomène assez préoccupant d'abandon lié à des sentiments d'isolement, de solitude et d'étrangeté au monde. On sait que la question de l'isolement et de la solitude est un sujet important. Et nous, une des hypothèses, c'est que ça a des effets en bout de course sur la participation politique. C'est-à-dire que la décroissance des liens et des interactions avec le monde, la baisse de la participation sociale aurait sans doute une influence en bout de course sur la participation politique. Alors, une question de Clara Bauer, qui vous remercie pour votre intervention.
Auriez-vous un peu plus de données sur l'augmentation de la population féminine parmi les retraités? Est-ce que la variable genre pourrait avoir un effet sur les pratiques politiques des plus âgés? Oui, oui. Alors, j'ai pas de données précises là ce soir, mais les travaux de Bernard Denis sont assez intéressants. C'est-à-dire que si on se suit bien, plus on augmente en âge, a priori, plus on a de chances d'avoir des femmes au-delà de 75 ans. Donc, ça veut dire que le vote féminin, pendant longtemps, a été un vote plutôt proche de l'Église, plutôt orienté vers le centre ou le conservatisme. Et donc, du coup, ça aurait eu un effet sur effectivement l'inclinaison plus conservatrice. Ça, c'est une première hypothèse, mais ça mérite d'être un peu plus creusé. L'autre problème aussi, c'est la question, effectivement, et ça nous renvoie au sujet d'avant, c'est-à-dire est-ce que, sachant que passé 75 ans et 80 ans, on a un nombre beaucoup plus important de femmes parce que c'est à peu près le moment du veuvage, du coup, cette surreprésentation, en fait, d'une certaine façon, nous renverrait à une augmentation de l'abstention. Parce que les femmes s'abstiendraient plus, notamment passé un certain âge. Donc oui, oui, c'est une vraie question, la variable genre. Je crois qu'on ne s'intéresse pas assez aux femmes âgées, en fait, en France. D'ailleurs, j'ai engagé une autre thèse avec une étudiante très brillante qui va travailler sur la question de la maltraitance aux femmes au-delà de 60 ans. Et là aussi, c'est un autre sujet, mais je pense qu'on a de la peine en France à projeter la question du genre et de l'âge, à les faire converger en fait. Voilà, mais oui, oui, vous avez raison. Il y a un lien, il y a une vraie problématique de genre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'intéresser aux hommes, hein. C'est pas moi qui vais vous le dire, parce que là, il y a aussi des vrais problèmes notamment dans les fins de vie. Euh, euh, mais c'est encore plus criant pour les femmes, puisque les femmes sont en règle générale veuves, donc qui s'occupe des femmes alors qu'elles ont été présentes pour leur conjoint âgé. Donc, vous voyez, il y a la question du genre qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais la question du genre s'impose, me semble-t-il, dans les études du vieillissement et de plus en plus. Alors, une question de Jean-Didier Vermenot. Quel apport des retraités au développement local territorial? Ah, alors ça, c'est une super question aussi. Enfin, je suis très content des questions de manière générale. Je trouve que c'est extrêmement inspirant. Alors, premièrement, il faut savoir que l'âge moyen d'un maire, déjà, si on parle de la démocratie dans les villages, dans les villes, est important. Il est plus important que l'âge moyen de la population. Donc, dans le développement territorial local, on a un phénomène de surreprésentation euh, on va dire, des personnes d'un certain âge dans les fonctions électives dans les municipalités, et surtout dans les municipalités de petite taille. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, parce que le développement territorial, c'est pas seulement les maires et leurs adjoints, c'est aussi les associations. Là aussi, on sait que les personnes qui donnent de leur temps et de manière significative sont plus importantes chez les catégories, enfin, sont importantes dans les catégories 60 et plus. Donc, c'est avec le développement territorial via les associations de solidarité, par exemple, avec des gens qui occupent des fonctions de présidence ou de secrétaire ou de trésorier, sont extrêmement importantes. Euh, et un des problèmes qui se pose, c'est effectivement le renouvellement des générations dans le monde associatif, notamment au niveau territorial et au niveau local. Et là aussi, c'est important de travailler sur ces questions-là. C'est-à-dire que les nouvelles générations qui arrivent ne sont pas nécessairement les mêmes, n'ont pas été sensibilisées de la même façon au collectif. Et alors, il y a un vrai sujet sur le bénévolat de court terme, sur le bénévolat de mission, sur la facilitation de l'action bénévole, sur les missions bénévoles, non pas sur les missions administratives, puisque on a des associations qui sont de plus en plus contraintes par des normes administratives. Donc,
on a ici quand même un vrai sujet à réflexion sur le vieillissement de la population militante et de la population engagée de manière générale, politiquement, dans les mairies, dans les collectivités locales et territoriales, et associativement. Donc c'est un vrai sujet extrêmement important. Pourquoi? Parce que quand vous avez plus de président du club de foot, il n'y a plus de club de foot. Donc ça veut dire que là, sur le développement territorial, on est sur des choses extrêmement importantes. Et on sait que le vieillissement des cadres associatifs bénévoles pose question sur le renouvellement. Alors, je lis la question, mais je pense que vous venez d'y répondre partiellement. Une question de Jean-Noël Delahaye. Le rôle des retraités est d'importance dans la vie économique et nombreuses associations sont animées par des retraités dans notre département du 88. C'est un élément important. Donc, c'est le problème que vous venez d'aborder. Vous souhaitez ajouter quelque chose? C'est ma région de cœur, enfin, c'est mon département, parce que 88, c'est les Vosges. C'est là où ma famille, c'est à titre très personnel, a longtemps habité. Et donc, alors, c'est un autre point, c'est les milieux périurbains et les milieux ruraux. Le phénomène du vieillissement est amplifié dans les territoires en perte de vitesse. Donc, c'est encore plus important de se pencher sur ces questions dans les territoires où il y a un exode rural important des jeunes vers les villes. Donc, voilà. Et alors, on a un développement effectivement. Alors, la question de l'économique, on peut l'aborder de deux façons. Hein, c'est le rôle des associations pour aider les jeunes à trouver un emploi, à monter leurs petites entreprises, etc. Ça, c'est un premier point. Et l'autre point, c'est la fixation des populations âgées dans les territoires qui permettent en fait à certains commerces de continuer d'exister. Donc ça, c'est un autre point. C'est-à-dire que dans le développement territorial, le maintien de populations âgées, en fait, doit normalement permettre aussi la stabilisation des acteurs économiques, avec un vrai problème qui se pose dans certains endroits, c'est que malgré la présence de personnes âgées, les jeunes quittent les territoires et les personnes âgées se retrouvent dans des situations extrêmement compliquées du fait de la carence de personnel, notamment dans le service à domicile. Donc on a ici des territoires un peu en souffrance du fait précisément, alors qu'il y a une viabilité économique, mais du fait de la désertion de certains endroits, de certaines zones rurales. Politisation par syndiqués, membre d'un parti politique, d'une association, élus politiques et élus dans les instances officielles comme le CESR et des commissions locales, l'hôpital, services publics. L'Institut du mouvement associatif lance un appel à projet sur l'apport des associations au développement territorial. Il me semble que ces aspects pourraient être pris en considération. Oui, bien sûr. Oui, je suis absolument. Ça m'intéresse d'avoir la référence d'ailleurs, de manière plus précise. Bon, n'hésitez pas à me les communiquer, mais oui, bien, c'est important. De la même façon que c'est important d'arrimer les jeunes au militantisme, quel qu'il soit, et à la participation sociale et la participation associative. Alors moi, évidemment, je suis plus ancré sur mes axes de recherche autour des personnes d'un certain âge, mais dès qu'on rentre sur la question de l'exercice plein et entier de la citoyenneté à travers l'engagement bénévole, je pense que ça concerne tout le monde. Alors simplement, c'est vrai qu'il y a moindre, me semble-t-il, une moindre sensibilité à la question de l'arrimage à la citoyenneté des personnes âgées, parce qu'on considère à tort ou à raison, alors quand même un peu à tort, que ces personnes sont déjà installées dans la vie et dans la vie démocratique. Et on voit bien qu'il y a quand même des phénomènes de dévissage. Donc c'est vrai que il faut regarder à tous les moments de la vie la manière dont on peut faire du lien social, dont on peut raccrocher des gens au collectif, surtout lorsqu'on parle des solidarités actives. Donc, je pense que ce sont les nouvelles générations de retraités. Oui, c'est ce que j'expliquais un peu tout à l'heure.
à travers on va dire l'émergence à la fois d'une protestation assez forte à travers des leaders d'opinion comme Laura Adler, par exemple, ou André Consponville, contre la stigmatisation des plus de 65 ans lors de la Covid. Là, on a mené une enquête sur ces questions. Mais c'est vrai aussi au Chili, par exemple, où il y a eu des manifestations de retraités, alors qu'ils n'étaient pas très enclins à manifester dans ce pays. Mais on a beaucoup parlé de la manifestation des jeunes, mais il y a eu une manifestation contre l'utilisation de critères d'âge pour limiter la mobilité des personnes. Donc, contre un confinement lié à l'âge. Donc ça, on l'observe en France et dans d'autres pays du monde. Effectivement, sur les catégories d'âge, on voit des mobilisations. J'ai parlé de Hold Up, l'association Hold Up et de l'association le Conseil national autoproclamé sur le vieillissement. Ce sont des formes effectivement émergentes que j'avais pas constatées il y a 20 ans, qui ont pour objectif de lutter pour changer l'image de la vieillesse et du vieillissement. Françoise Angler, j'espère que je n'écorche pas votre nom, vous demande si vous avez des statistiques sur le retour de retraités travaillant en région parisienne, par exemple, vers leur département d'origine, ruralité. Alors, non, j'en ai pas moi-même, mais les géographes sont de plus en plus impliqués dans l'étude des mobilités. Donc, je vous renverrai à deux revues, Gérontologie Société et Retraite et Société, qui travaillent beaucoup enfin, qui ont publié des articles sur ces questions, et notamment au travail de Christian Pillet, P-I-H-E-T, sur tout ce qui concerne la géographie du vieillissement et sur les mobilités. Voilà. Nous allons clore cette séance qui a été très, très riche, avec des aperçus parfois inquiétants hein, sur la suppression du droit de vote pour les plus âgés. Mais pour l'instant, ce sont des réflexions très isolées, quand même, si j'ai bien compris. Oui. Donc, il faut remercier très chaleureusement Jean-Philippe Berriot-Durandal pour tous ces éclairages. Et merci à tous les autres participants. Et puis, à une prochaine séance de notre séminaire sur les transformations de la structure sociale. Merci, bonsoir, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.